chaises à la chaise où vous allez être. Donc, on va récupérer les badges à la fin. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir 3 conférenciers pour l'atelier sur l'arbitrage des enjeux. Donc, je vous présente tout d'abord Monsieur John Hosk. À votre droite, M. Hosk détient un baccalauréat en études de politique appliquée avec cheminement en politique publique de l'Université de Sherbrooke. Conseiller municipal à Drummondville depuis 2009. Il avait également à faire avancer les dossiers de la gestion de l'eau en tant que premier vice-président du regroupement des organismes de bassin versant, le ROBBQ. Très engagé dans le domaine de l'environnement avec une approche favorisant la concertation et l'intégration, M. Hosk s'intéresse notamment à la lutte au changement climatique et à la conservation des milieux naturels. Il est accompagné de M. Paradis. M. Paradis est urbaniste et designer urbain. Il cumule plus de 15 années d'expérience dans le milieu municipal, universitaire et aussi privé, avec une expertise particulière en aménagement culturel du territoire, en urbanisme durable et en design urbain. Il s'est joint à l'équipe de Vivre en Ville en 2010, où il encadre la rédaction de publications, l'organisation d'activités de formation et le suivi de multiples projets d'accompagnement des collectivités québécoises. Il est également chargé de cours à l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional de l'Université Laval depuis 2005. Hey, on a tout un petit gris en avant. C'est ça, puis si on a des problèmes d'arbitrage, là. Et au niveau de l'application terrain, Mme Carrère, que vous avez pu voir hier, est titulaire d'un baccalauréat en urbanisme à l'Université du Québec à Montréal en 2001 et urbanisme. Mme Carrère œuvre dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme depuis plus de 15 ans. Après avoir œuvré au sein d'une firme privée durant plusieurs années au cours desquelles elle a contribué à la réalisation de nombreux projets immobiliers, elle est présentement directrice de l'aménagement et des services techniques de la MRC de Drummond. Au cours des dernières années, elle a notamment coordonné la réalisation du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC qui est entré en vigueur en juillet 2017 du PDZA et elle est impliquée dans la réalisation du plan régional des milieux naturels. Donc, je vous laisse alors bonsoir. Bonjour, m'entendez-vous bien? Salut, oui, ok. Maintenant, oui. Est-ce que ça marche? Bonjour tout le monde. Alors, merci Andréane. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Alors, je coordonne cet atelier-là. Donc, alors, on va commencer. On a pas mal de matière. On a gardé une période à la fin. On va enchaîner 3 présentations. Et à la fin, on va se garder une période pour les échanges, donner amplement de temps. On a pensé faire bénéficier tous les participants de l'expérience des gens à l'avant, mais aussi si les gens ont des expériences dans la salle concernant l'arbitrage, on vous invite à nous en faire part lors de la période d'échange. Alors, l'arbitrage des enjeux des milieux humides et hydriques dans un contexte d'aménagement durable et structurant. Alors, l'arbitrage des usages, c'est une voie de passage pour atteindre la conservation des milieux humides et hydriques. C'est inévitable. C'est ultimement la responsabilité des élus municipaux. Et alors, quels outils alternatifs et scénarios possibles dans ce contexte? Alors, on pensait situer d'abord la différence entre la concertation et l'arbitrage, parce qu'il y a un atelier fort intéressant sur la concertation ce matin. Vous allez voir, les deux notions se chevauchent un peu, mais il y a quand même une distinction importante à faire. Alors, la concertation, la mise en commun des différents efforts des différentes organisations pour développer une compréhension partagée d'une problématique ou de la situation d'une population donnée et pour convenir de réponses collectives à des problèmes vécus sur le territoire. L'arbitrage, c'est recourir à l'arbitrage d'un tiers. Procédure de règlement d'un litige par l'intermédiaire de un ou plusieurs arbitres, c'est-à-dire rendre une décision. Un pouvoir de trancher souverainement un différend, c'est-à-dire une décision finale, en matière administrative ou politique, et c'est un règlement d'un différend effectué selon une entente entre les parties par une ou plusieurs personnes agissant à titre d'arbitre. Merci Valérie pour les définitions. Alors, dans ce contexte-là, on a, je ne repasserai pas les présentations des gens qui sont en avant. Alors, tout de suite après l'introduction, Valérie va nous présenter une présentation de conciliation des besoins des usages
dans le cadre des plans régionaux. Après ça, David va présenter présentation. Non, Valérie, elle a par ailleurs une certaine expérience sur la conception de plans de conservation. Alors, elle a déjà une expérience sur l'arbitrage, donc son apport est intéressant. David va nous présenter le contexte général de l'aménagement durable du territoire, c'est-à-dire comment on peut envisager un nouveau modèle carrément qui va au-delà de la conservation des milieux humides et hydriques, mais au-delà de ça. Et après ça, moi, je vais vous amener vers le contexte plus politique. Ça, c'était le diapo de la fin. Okay. Valérie, j'avais... Bon, mais bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Parle proche. Excusez, comme ça, c'est mieux? Ouais. Si vous m'entendez plus, je me désolée parce que je suis pas super habituée avec un micro. Donc, on m'a demandé aujourd'hui de présenter des cas d'arbitrage qu'on a vécu dans les dernières années dans la MRC de Drummond. Donc, ce sera pas long. En attendant, c'est ça. Donc, je vais vous présenter différents cas, entre autres, des projets qui ont impliqué des exercices de concertation, des cas d'arbitrage, des mécanismes qu'on a mis en place pour gérer l'arbitrage, puis quelques dossiers à venir, puis un peu comment on procède, nous, chez nous, pour évaluer si on y va avec de l'arbitrage ou plus en concertation. Donc, les objectifs, je vous les ai donnés rapidement. Donc, on veut vous présenter nos situations, façon de les gérer et autres. Donc, vous avez eu une présentation d'Andréane et moi hier sur le plan de conservation des milieux naturels de la MRC de Drummond. Pour nous, ça a été vraiment un exercice de concertation. Ça nous a permis, entre autres, de faire une réflexion à l'échelle régionale de notre territoire, de voir aussi les différents niveaux de concertation et de discussion entre les intervenants. Donc, dépendamment de où on était, de quels intervenants on avait dans le dossier, on pouvait faire différents types de concertation. On s'est ajusté aussi au fil du processus. Là, on s'est rendu compte à un moment donné qu'on n'avait pas consulté les représentants des propriétaires autant qu'on aurait dû. Donc, on a fait une seconde vague de concertation là, avec eux pour discuter de leurs enjeux puis leur présenter où on était rendu, qu'est-ce qu'on faisait, comment on le faisait et pourquoi on avait besoin d'eux pour avoir leurs commentaires. Donc, c'est ça, en gros, là, on a présenté des résultats. Le portrait qu'Andréane a présenté hier, on l'a présenté aux différents représentants du territoire. Et ensuite, on a révisé tout notre classement de nos menaces qui avaient été présentées aux différents intervenants pour les ajuster en fonction de ce qu'ils nous avaient fait comme commentaire. Et ensuite, là, on est à l'élaboration du plan d'action, des stratégies, de la vision, des objectifs, des actions. Et c'est ça, donc cette échelle de projet-là nous permettait de travailler en concertation, ce qui n'est pas toujours le cas. Un cas d'arbitrage qui arrive fréquemment. Excuse-moi, j'ai un cas de santé urgente. Geneviève Pomerleau, est-ce qu'elle est dans la salle? Non. Parfait, merci. Un cas qui est typique au centre du Québec, là, les cannebergères. Chez nous, c'est des projets qui sont qui sont très fréquents et qui utilisent beaucoup d'espace. Donc, on a eu à l'automne dernier un dossier, là, c'est une propriété d'une superficie de 285 hectares dans une municipalité que je ne nommerai pas. Parce que le dossier est encore en cours, et on nous demande de déboiser la superficie de 230 hectares pour implanter des champs de canneberge. Le milieu visé là, comprend entre autres des milieux d'intérêt, des milieux humides d'intérêt régionaux, il y a des talus élevés, donc des zones de glissement de terrain potentiel, des cours d'eau, des bandes riveraines. C'est un dossier qui est quand même assez complexe. Dans ce cadre-là, c'est sûr qu'on a une réglementation sur l'abattage d'arbres qui est applicable. Là, notre règlement, nous, il est très désuet actuellement, ce qui limite ou empêche presque totalement le projet. On s'en vient vers une nouvelle réglementation qui va permettre de réaliser le projet, mais pas dans la façon que le promoteur souhaiterait, parce qu'on demande de respecter justement certaines normes, le talus, glissement de terrain, respecter les bandes riveraines, des distances par rapport aux propriétés adjacentes notamment. Donc, le demandeur nous a dit que, étant donné ces dispositions-là, lui avait l'intention de demander une modification au règlement qui n'est pas encore en vigueur, mais on verra qu'est-ce que ça va donner. On a donc une certaine difficulté là, de concilier ce que le promoteur du projet souhaite versus ce que nous, on veut au niveau de la conservation des milieux naturels sur notre territoire. On est plus en arbitrage là, dans ce dossier-là qu'en possibilité de faire un exercice de concertation. C'est très, très spécifique à un terrain, donc la concertation est peut-être beaucoup plus difficile.
Ensuite, je vous ai parlé hier un petit peu de la gestion de l'urbanisation à Drummondville. Pour nous, c'est un dossier qu'on a fait de l'arbitrage, encore une fois, pour différentes raisons. Là, on va passer rapidement, là, mais on a redéfini les espaces disponibles pour le développement résidentiel sur notre territoire. On a identifié les milieux humides. On a identifié aussi ceux qu'on souhaitait protéger, qu'on savait qu'on devait protéger. Et aussi, on a mis en réserve les superficies excédentaires. Si je vous présente la carte de la ville de Drummondville, attendez, je vais quelques notes. Donc, sur la carte, là, ce qu'on a établi en 2016, c'est qu'on a un besoin pour la ville de Drummondville de 3652 ménages sur les 15 prochaines années. Ça équivaut à une superficie de... En fait, actuellement, il y a 2481 terrains vacants, des petits terrains individuels prêts à développer. Et pour répondre aux besoins, on a besoin de 70 hectares de terrain supplémentaires pour les 15 prochaines années. Ça reste des besoins théoriques, mais c'est vers quoi on est allé là-dessus. Donc, on devait mettre l'équivalent de 673 hectares en zone de réserve sur 749. On a eu beaucoup de plaisir à trouver des espaces pour ça. C'est super le fun d'avoir des terrains disponibles, mais c'est pas le fun de mettre des zones de réserve et de choisir où on les met. Donc, pour nous, ça a été un dossier d'arbitrage vraiment complexe. C'est pas un dossier qui se prêtait très bien à faire de la concertation avec les promoteurs, là. Ils ont tous le syndrome du « pas dans ma cour », je veux pas avoir ça chez nous, des zones de réserve, je veux développer mes projets, mais chez l'autre promoteur à côté. Une fois le schéma regarde, on a eu des rencontres spécifiques avec les promoteurs immobiliers, les principaux de la ville de Drummondville, et il y a une certaine frustration avec les zones de réserve et les contraintes que ça leur impose dans la planification du développement à moyen long terme. C'est sûr qu'on avait peu de possibilités de concertation étant donné qu'il y avait des exigences du ministère là, par rapport au nombre d'années de développement futur à projeter et les chiffres qu'on devait calculer. Là, on a un tableau de 28 colonnes de calcul et le chiffre, c'était ce chiffre-là qu'on devait atteindre, donc les 600 ou 53 hectares là, de réserve. Il y avait aussi des délais là, de réalisation de schéma qui nous étaient imposés par nos élus. L'objectif, c'était avant les élections de 2017. Et il y avait aussi toute la difficulté de concilier les intérêts de chacun des promoteurs immobiliers là, pour les avoir rencontrés tous ensemble. Je veux dire, c'est difficile de faire un exercice de concertation parce que chacun regarde son terrain selon son projet ou son autre projet ou le projet qu'il y a avec un autre promoteur immobilier. Donc, c'est pas quelque chose qui était envisageable pour nous là, de faire de la concertation. On serait probablement encore assis à faire ça aujourd'hui et on n'aurait probablement pas encore notre schéma révisé. Un autre exemple de gestion de l'urbanisation, cette fois-là, c'est à Saint-Edmond-Grand-Anne. C'est une petite municipalité rurale, là. Il y a très peu de développement qui se passe, mais ils ont quand même de l'espace disponible dans leur périmètre urbain. Il y a un projet de développement qui est en cours de conception, mais il y a un milieu humide sur le terrain, c'est un milieu humide d'environ 250 hectares qui est en partie sur ce terrain-là. Et donc, si on protège le milieu humide et on empêche la construction, bien, la municipalité n'a plus de possibilités de développement pour les prochaines années. Donc, pour nous, c'est de voir comment on peut concilier le fait de continuer le développement de la municipalité ou de protéger le milieu naturel. Donc, vous avez là en orange le secteur potentiel de développement, puis en turquoise là, la limite du milieu humide de Saint-Edmond. Il ne reste plus grand-chose pour du développement futur. Ce qui est arrivé dans ce dossier-là, c'est qu'on a eu des réflexions avec notre conseil régional de l'environnement là, pour voir comment on pouvait faire des exceptions à la protection des milieux humides d'intérêt régional. On est arrivé à la solution qu'il fallait qu'on réfléchisse à ça et qu'on prévoit une disposition schéma qui nous permette justement de faire l'équilibre entre conserver le milieu humide, protéger le milieu humide, mais aussi autoriser le développement futur de la municipalité. Donc, on est arrivé à intégrer des dispositions. Les municipalités ont le choix de le faire soit par le biais de règlements à caractère discrétionnaire, donc on doit déposer une étude, déposer des informations pour savoir si le milieu humide va perdurer dans le temps, si on en détruit une partie ou pas. Il y a un cadre vraiment spécifique qui a été intégré. Il faut faire une caractérisation, bien sûr. Et les petites municipalités, par exemple Saint-Edmond, qui n'ont pas les compétences ou les connaissances pour
mettre de l'avant des règlements à caractère discrétionnaire ont la possibilité de demander une modification schéma d'aménagement qui doit répondre aux mêmes critères que ce qu'on demande aux municipalités qui vont intégrer ça dans leur règlement discrétionnaire. Dans nos dossiers à venir, on en a parlé là, au fil du forum, tout ce qui est la question des activités agricoles avec les milieux humides, la création des milieux, c'est quelque chose sur lesquels on se pose beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas vraiment de réponse pour vous aujourd'hui. On attend de voir là, comment ça va se passer. On a identifié avec Andréane des secteurs où on croit qu'on peut créer des nouveaux espaces, des nouveaux milieux naturels, des nouveaux milieux humides. Mais on n'est pas encore rendu à l'étape de se poser la question est-ce qu'il y a un impact sur la zone agricole, sur les terres en culture, c'est quoi les limitations que ça va poser, les problématiques. On n'est pas allé non plus dans la réflexion sur comment obtenir l'adhésion des propriétaires. Là, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse dans les prochaines étapes, puis probablement aussi dans la réalisation de notre plan notre plan régional sur les milieux humides et hydriques, pardon. Il y a aussi le côté inverse, qui est toute la question du développement urbain là, par rapport à la protection des milieux humides. L'importance de la contribution des milieux urbains dans la protection des milieux humides revient souvent chez nous. C'est quelque chose qui ressort beaucoup du secteur agricole, que c'est pas juste au milieu agricole de faire l'effort de protéger des milieux, mais c'est aussi d'en faire en milieu urbain. Donc, c'est un point qu'on va devoir garder aussi, puis de voir aussi comment on peut trouver la façon de créer des milieux humides dans nos milieux déjà relativement densément occupés. Il faut qu'on envisage aussi toute la concertation avec les intervenants du milieu et avec les intervenants municipaux là-dessus. C'est pas simple non plus parce que de revoir la façon de faire les choses qu'on a déjà. En terminant, je vous explique un peu comment nous, on se pose la question de savoir quand est-ce qu'on fait de l'arbitrage puis quand est-ce qu'on fait plus de la conciliation ou de la concertation. Premièrement, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde là, comment on peut adapter la démarche à chacun de nos projets. Est-ce que c'est un exercice de planification ou c'est un dossier ponctuel? C'est quoi sa nature? C'est quoi l'échelle? On essaie de se mettre en place une méthodologie de travail. On en a parlé beaucoup aussi au cours du forum de cette importance-là. Évaluer qui sont nos intervenants impliqués, leur rôle, leur implication. Tenir compte des enjeux existants aussi, c'est super important. Là. Est-ce qu'il y a déjà des conflits entre certains de nos intervenants qu'on sera capable de réconcilier pendant notre démarche? Puis est-ce que ça peut nuire à cette démarche-là? Comment on peut aller chercher la collaboration de ces gens-là dans nos projets? Aussi d'anticiper les risques de conflit là, au cours du processus afin d'être capable de les prévenir autant que possible. Et en dernier, là, on essaie de définir nos critères ou des règles ou des méthodes d'arbitrage là, pour assurer un certain traitement équitable là, parce qu'on joue beaucoup le rôle d'arbitre. Souvent, on se fait dire qu'on prend un parti plus qu'un autre, donc c'est d'essayer de trouver comment on peut être équitable, comment on peut traiter nos dossiers d'une façon relativement similaire. Donc, voilà. Merci Valérie. Alors, on passe maintenant la parole à David Paradis qui va nous expliquer comment on peut prendre en compte, comment la prise en compte des milieux humides et hydriques peut s'inscrire dans un contexte plus large d'une nouvelle vision d'aménagement durable du territoire. Bonjour à tous. Donc, oui, pour ceux qui ne me connaissent pas ou ne connaissent pas Vivre en Ville, c'est une OBNL qui veille à mobiliser les décideurs, les professionnels municipaux pour les aider à intégrer les principes du développement durable dans les pratiques, notamment de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, pour éventuellement en venir à faire des collectivités viables. Si je suis ici aujourd'hui, c'est qu'on m'a invité, n'est-ce pas, Andréane, à parler d'une publication qu'on a lancée cette année qui porte sur les petites et moyennes collectivités viables et qui propose à ces collectivités 7 stratégies pour créer des villages et des villes prospères et résilients. Donc, au départ, je ne vous parlerai pas de milieux humides et hydriques, mais ça va venir. Évidemment, dans l'atelier d'arbitrage, vous comprenez, c'est que les municipalités ont beaucoup d'autres préoccupations en tête. Et c'est avec ces préoccupations-là qu'elles auront à dealer lorsqu'il viendra le temps de faire des choix. Donc, je vais vous en présenter 7. Évidemment, celle qui nous intéresse le plus, c'est celle de réconcilier les espaces naturels et les milieux bâtis. Et les préoccupations qui intéressent plus les municipalités, c'est souvent toutes les autres. Mais généralement, là-dedans, il y en a certaines qui sont plus importantes, notamment la première qui est de répondre aux besoins en habitation.
pour la population. Donc, le besoin de base, hein, se loger. Réalité particulière de ce premier quart du 21e siècle, c'est que la composition des ménages n'est plus ce qu'elle était. Aujourd'hui, on remarque, dans le dernier recensement, que le tiers des ménages, c'est des familles, le tiers des ménages, c'est des couples, et le tiers des ménages, c'est des personnes, disons, seules, on dit grosso modo, ce qui fait en sorte que le mode de développement urbain actuel ne correspond pas toujours aux besoins réels de la population. Et dans l'habitation, le marché est toujours en retard par rapport aux besoins. Donc, ça vient après que le besoin existe déjà. Ce qui fait en sorte que l'ensemble des municipalités, y compris les plus petites, vont avoir tôt ou tard à diversifier les produits qu'elles offrent sur leur territoire pour arriver à autre chose que de la maison individuelle. Évidemment, la formule vous appartient, quelle forme ça prendra, mais tu sais, on va nécessairement avoir à diversifier avec le temps. Et on aura aussi à réfléchir à quel endroit on va mettre ces habitations sur notre territoire. Évidemment, vous le savez, nous sommes tous intéressés, beaucoup de municipalités sont intéressées à profiter de leurs atouts naturels pour attirer une nouvelle population, les lacs notamment, les milieux humides, les cours d'eau, etc. Et ça conduit souvent à les privatiser, à les détruire, à réduire l'accès, alors qu'en réalité, c'est pas nécessairement les endroits les plus stratégiques pour croître, notamment pour avoir cette diversification des produits en habitation. On pense notamment à la question des services. Il faudrait qu'au moins notre croissance démographique nous aide à maintenir nos services dans nos milieux de vie. Et donc que les lieux de service soient des lieux de passage obligés par la population dans ses déplacements quotidiens. Il y a donc toute une réflexion sur la localisation de la croissance à l'intérieur de nos territoires. Ça m'amène directement au deuxième point, qui est justement cette offre de services qu'on souhaite être toujours au cœur des collectivités. Hein. Puis là, c'est bien facile à dire. On veut que ce soit dans le cœur de nos villages, des services de proximité. La réalité est peut-être un petit peu plus difficile que ça. On est toujours contraint avec la question de l'accessibilité routière, de la visibilité autoroutière pour faire vivre des commerces. Les zones de chalandise ont changé. Cela dit, une chose est claire, c'est que si on commence à penser consolidation des périmètres d'urbanisation, parce qu'on diversifie les logements, qu'on pense qu'on veut avoir une offre de services qui est véritablement viable, qui est proche de nos résidents, ben tout ça c'est incompatible avec la délocalisation des services sur le territoire, puis l'étalement de nos collectivités. On peut pas revitaliser ce qui existe en même temps qu'on s'étale puis qu'on envoie des activités ailleurs. Et ça, ben, vous le voyez sur l'ensemble du territoire québécois, c'est quelque chose de très, très, très commun. Nos villages, nos zones urbaines s'étalent sur le territoire, s'étirent vers les autoroutes, vers les grandes routes. Là, il y a beaucoup de déplacements. On le retrouve ici à Saint-Étienne-de-Lauzon, on le retrouve à Saint-Jean-Port-Joli, on le retrouve à Saint-Jean-Ville-Joli, on le retrouve partout. C'est absolument tout à fait banal. Ce que l'histoire dit pas, c'est que c'est pas juste un phénomène duquel on est victime, c'est un phénomène qui est planifié. Ça existe dans nos documents de planification. Nous sommes généralement responsables de cette planification-là en répondant à des pressions ou simplement en ayant une vision particulière de ce que devient notre territoire. Mais évidemment, après coup, on se demande pourquoi nos périmètres d'urbanisation entrent en conflit avec des territoires humides qui n'étaient pas toujours au cœur de nos milieux de vie, mais qui le deviennent maintenant. Et on le voit sur des plans d'urbanisme comme ça. Je n'accuse pas Joly, hein, absolument pas. Je trouve ça assez commun, c'est le premier qu'on a pris du bord. Là. Mais vous voyez les taches bleues que vous voyez en haut, ben, ils entrent en conflit un petit peu des fois avec les périmètres d'urbanisation. Donc là, je parlais de diversification du type de logement, de localisation de cette sorte de densification, aussi douce peut-elle être, de localisation des services. Ben tout ça, cette nouvelle compacité, c'est ça qui va poser les bases de la mobilité durable. Ça, on entend beaucoup en développement durable, les municipalités vont devoir travailler là-dessus. De toute façon, ça s'en vient encore plus que jamais. Qu'est-ce que c'est que la mobilité durable? Ben, au bout du compte, c'est assez simple pour les petites et moyennes collectivités, c'est de penser à l'humain. Penser aux piétons. Si on pense pour les piétons, on va réussir à répondre à l'ensemble des besoins de tout un chacun, qu'il soit aîné ou jeune enfant, qu'il soit adolescent, qu'il soit juste adulte, avec tous les moyens et les capacités de déplacement possibles et imaginables. Si on pense par le piéton, au moins on va penser à tous les besoins et éventuellement, si un jour il y a du financement pour faire du transport collectif à la grandeur du Québec pour des raisons X, Y, Z, on aura posé les bases à l'intérieur des villages pour créer des points d'accès au transport en commun faciles d'accès pour les piétons. Et créer pour le piéton, ben, au bout du compte, c'est répondre à cette attente qu'ont les petites et moyennes collectivités de créer des milieux de vie qui leur ressemblent, c'est-à-dire à l'échelle humaine, donc à l'échelle de l'humain. Et ça, on est très bon pour le faire au Québec en autant qu'on l'exige. Habituellement, les municipalités qui ont décidé d'offrir des milieux, des espaces, des morceaux de leur ville, de leur village
destinés aux piétons. L'expertise existe au Québec, on crée des milieux extraordinaires. On a tendance à vouloir les offrir pour les touristes d'abord et avant tout. Je crois que nous le méritons tous, de créer ces espaces-là pour notre quotidien et non pas à Mont-Tremblant uniquement ou sur le bord d'un terminal de croisière, sur le Haut-Saguenay. Tout ça, c'est super intéressant. Tant mieux pour ceux qui ont ce tourisme-là parce qu'ils bénéficient d'espaces destinés aux piétons. Mais tous les autres villages, c'est aussi possible de le faire. En complément de l'échelle humaine, ce qu'on peut conserver pour créer un développement durable de nos territoires, c'est de penser à l'aménagement culturel. Dans l'aménagement culturel, qui parle du patrimoine bâti, du patrimoine culturel, de l'art public, il y a aussi la question des paysages. C'est une réflexion que Vivre en Ville a tenue, d'ailleurs, avec le ministère de la Culture, pour votre information. Il existe un guide là-dessus, qui est une démarche qui est proposée aux aménagistes de MRC, comment intégrer la question culturelle à l'intérieur de leur document de planification. Et donc, qui parle de paysage, parle de conserver, la plupart du temps, dans les petites et moyennes collectivités, notre contexte environnemental, notre contexte agricole, nécessairement. C'est ça qui nous distingue d'une grande agglomération urbaine et qui parle de conserver ce territoire-là, nécessairement, parle de protéger le garde-manger collectif, nécessairement. Bon, là, la question viendra, on en a parlé beaucoup, mais qu'est-ce qui arrive si, par exemple, les milieux humides sont protégés, ne sont pas protégés, par exemple, à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, puis est-ce que c'est le milieu agricole qui va en souffrir? Est-ce que finalement, on vient se priver de notre garde-manger collectif d'une certaine manière? La question est là. Mais moi, je renverserais la question. Et si, en contrepartie, on réintégrait l'agriculture à l'intérieur de nos périmètres d'urbanisation sous une autre forme que celle qui prend beaucoup d'espace? À l'intérieur de milieux, de réseaux qui sont multifonctionnels, on commence à être habitué à en faire. Les solutions existent, sont à votre disposition pour finalement venir balancer un peu la question de qui est-ce qui va à quel endroit puis qui souffre de cette nouvelle règle du jeu. Bon, j'arrive à la question des espaces naturels et des milieux bâtis. Comment réconcilier le tout? Bon, vous savez, ces milieux-là, c'est des milieux riches, les milieux naturels, c'est des milieux qui jouent un rôle très important dans nos collectivités économiques, pour le paysage, pour la sécurité alimentaire, etc. Cependant, on a un petit peu trop tendance à les ignorer, même si on mise là-dessus pour attirer la population sur nos territoires. On tourne le dos à cette nature, à cette agriculture la plupart du temps. C'est très, très typique. Puis quand on commence à parler des milieux hydriques, des milieux humides, c'est encore pire, je pense. Parce que ça fait même pas partie de la valeur aux yeux de beaucoup de citoyens, c'est que c'est toujours une contrainte. Donc, les cours d'eau, ils sont souvent encerclés, bien que des fois on essaye de rendre l'encerclement bien joli, là, mais au bout du compte, la conséquence est là, c'est qu'ils n'existent plus, on leur tourne le dos littéralement. Et on le sait, ils ont déjà souffert énormément, ces réseaux hydriques dans les milieux à cause de l'agriculture. Le milieu s'est adapté, il s'est redéveloppé quelque chose d'autre, mais les cours d'eau ne sont plus ce qu'ils étaient, ils ont été redressés, mais ils continuent encore de l'être. Vous voyez, en 2009 et en 2013, dans un petit milieu, ils sont encore éradiqués, ces cours d'eau-là. Est-ce que c'est des fossés? Est-ce qu'ils avaient une valeur ou pas? L'histoire ne le dit pas. La conséquence, c'est quand même que ça ne fait pas partie de la structure urbaine. Et des fois, tout simplement, ils disparaissent, mais alors qu'on voit que les traces restent de chaque côté parce que c'est un véritable cours d'eau. Et là, je ne parle pas des milieux humides, vous le savez. J'ai pris juste des exemples de Lévis, on a parlé de Lévis hier, mais il y avait une image d'ailleurs à ce même propos, mais les golfs prennent beaucoup d'espace. Puis, on regardait en zoom tout à l'heure, mais autour de ce golfe-là, c'est uniquement des canaux pour être sûr que l'eau entre pas sur les trous numéro je ne sais quoi. Puis des fois c'est coupé au couteau, vous le voyez. Donc ça n'a aucune valeur, autrement dit, milieu humide par rapport à une activité comme celle du golf. C'est assez particulier. Alors qu'on est convaincu à Vivre en Ville qu'on est capable de réconcilier les deux et de réfléchir à des interfaces qui vont valoriser l'un et l'autre. Autrement dit, la présence du milieu naturel, du milieu agricole peut donner de la valeur foncière au milieu bâti. Tant de préoccupations qui sont dans la tête des décideurs municipaux, et tant de préoccupations qu'on leur demande d'avoir. C'est encore plus d'exigences en matière de développement durable. Ça devient compliqué pour tout le monde. Et nécessairement, il y aura des choix à faire et donc peut-être un arbitrage inévitable, on le comprend. D'autant plus, et vous êtes assurément bien conscientisés, que les périmètres d'urbanisation n'ont pas été conçus de manière à préserver à terme les milieux hydriques, les milieux humides. Ça n'existait pas véritablement dans l'esprit lorsqu'on a fait ce contour-là. Je fais un petit exemple de Saint-Lambert de Lauzon, dans la Nouvelle-Beauce, juste sur la rive sud ici. Vous voyez, c'est une partie du périmètre d'urbanisation qui est en jaune, mais plus grand que ça, là, sur l'autre rive. Mais où maintenant, il y a Tourbière. Elle a toujours été là, mais bon, elle est désormais identifiée comme étant un lieu où on peut pas
construire. Vous voyez ce que ça laisse comme possibilité pour le développement là, par la suite. Mais qui est responsable de ça? Est-ce que ce sont les propriétaires fonciers qui ont pris le risque à un moment donné d'acquérir ça puis de dire, ah ben oui, j'aurai le droit de faire ce que je veux quand je veux, peu importe l'époque, peu importe le changement de considération. Est-ce que c'est eux qui doivent payer le prix? Est-ce que ce sont les agriculteurs qui sont les voisins? Où ça a l'air beaucoup plus facile d'installer des milieux, de recréer des milieux humides en tellement moins contraignants. Semble, j'ai bien dit, parce que si on évacue complètement les règles de la CPTAQ et on évacue complètement les futurs OGAT, que vous ne connaissez pas encore officiellement, bien que vous en avez entendu parler. Bref, ça ne sera pas si simple. Est-ce que c'est la municipalité ou la MRC ou peu importe qui, à l'époque, ont négocié ces périmètres d'urbanisation et doivent aujourd'hui offrir une compensation, ou simplement l'État qui doit assumer la chose parce que les règles du jeu changent en cours de route. Et si, au bout du compte, on réussissait plutôt à trouver une solution qui était satisfaisante pour tous, empruntons plutôt cette voie-là. Sans quoi, effectivement, je pense qu'on va poser des questions et pas offrir de réponses. Et juste un petit sondage. Qui a assisté à l'atelier B tout à l'heure sur la concertation? Oui, beaucoup de monde. Bon, ben, c'est en plein ce qu'on fait à Vivre en Ville. Puis je vous dis, ça marche. Puis selon moi, cette démarche-là, c'est une démarche qui nous prépare à l'arbitrage pour que l'arbitrage soit moins douloureux, en réalité. Parce qu'il y a nécessairement avoir des choix à faire. Puis à Vivre en Ville, ce qu'on dit, c'est que le conseil municipal, il est imputable. Et on s'assure que le conseil municipal assume ce rôle et ses responsabilités. Donc, on va tout faire pour qu'il soit intégré, ainsi que différentes parties prenantes, à un processus où chacun pourra justement connaître les enjeux liés au développement du territoire et ensuite pouvoir prendre des décisions qui s'imposent sur la base de cette compréhension commune des enjeux. Donc, la démarche qu'on suit à Vivre en Ville, c'est à peu près celle qui était discutée dans l'atelier B. Premièrement, je vais résumer, là, c'est la colonne du milieu, c'est qu'on identifie les enjeux, ce que nous avons à perdre ou à gagner individuellement ou collectivement si on agit ou si on n'agit pas sur le territoire. On identifie les potentialités du site. Hein, qu'est-ce qu'on est capable de faire pour vrai? Hier, on parlait du fait que, par exemple, une tourbière était désignée pour avec une affectation, un zonage commercial, puis nécessairement ça donnait de la valeur au terrain, puis après ça, on était mal pris, tu sais, pour justement conserver un milieu humide officiellement. Ben, ça fait pas partie des potentialités pour Vivre en Ville. Autrement dit, la potentialité, elle est offerte par le site. Fait qu'après coup, on n'est pas supposé de se rendre là dans une démarche comme ça. Ça veut dire qu'on aurait manqué finalement une étape. Ensuite, on illustre des scénarios. Puis là, c'est la particularité de l'approche qu'on propose. On illustre des scénarios possibles et souhaitables, puis on évalue les impacts de chacun de ces scénarios-là. Et ensuite, on s'assure que c'est possible en regardant avec l'ensemble des professionnels qu'est-ce qui est possible d'utiliser comme outil existant pour parvenir à nos fins. Là, je vais vous montrer différents exemples de démarches qu'on a fait à Vivre en Ville, justement, dans cette optique-là. Premièrement, ben, on implique les décideurs. Pour confronter leurs différentes réalités. Quand on travaille à l'échelle de la municipalité, c'est le conseil habituellement. Mais si on travaille à l'échelle de la MRC, c'est les conseils, du moins leurs représentants. C'est ce qu'on a notamment fait dans le cadre de la commission d'aménagement de la MRC de la Nouvelle-Beauce il y a quelques années. Ensuite, on essaie autant que possible d'impliquer les différentes parties prenantes, idéalement en même temps. Là, je tombe tout de suite à Cap-Saint-Ignace et MRC de Montmagny, de comprendre parce que du fond, les processus sont semblables. Où on a décidé de planifier le devenir possible de l'ensemble du périmètre d'urbanisation de Cap-Saint-Ignace à l'aide d'un comité de travail qui allait faire de la co-création, comme on en a parlé tout à l'heure dans l'autre atelier, où il y avait une mairesse, une élue, la directrice générale, l'urbaniste, les deux aménagistes de la MRC, des promoteurs immobiliers, mais aussi les propriétaires fonciers concernés. Parce que les propriétaires fonciers, ils sont nombreux. Et donc, ça fait autant de personnes qui peuvent s'opposer finalement à un devenir possible s'ils n'ont pas été impliqués. Donc, avec l'aide de les propriétaires qui acceptent de faire partie du processus, parce que c'est pas nécessairement le cas de tout le monde, on va établir un ensemble de critères qui vont nous permettre de fixer les bases des scénarios à venir. Par exemple, là, il y avait quels vont être les gains pour la municipalité en général, d'un point de vue, par exemple, financier. Comment on va accéder au cœur du village? Comment on va gérer la question des reliefs? Quel type de pente on va protéger? Comment on va accéder aux routes autour, considérant qu'il y a du relief, que ça peut être difficile, justement, d'accéder à une route, parce qu'on peut pas entrer sur une route en pente à n'importe quel endroit. C'est quoi les limites des terrains des gens? Parce qu'ils sont pas tous prêts à vendre en même temps. On peut pas planifier le devenir d'un territoire si on regarde pas qui est propriétaire puis ses intentions. Comment on va accéder à chacune de ces terres-là individuellement si le voisin n'est pas prêt à vendre et à faire passer quelque chose.
comment on va construire les deux côtés des rues, par exemple, comment on va conserver là-dedans le caractère villageois du territoire, etc., etc., etc. Sur la base des informations qu'on avait déjà récoltées, on a imaginé un premier scénario qui donne ceci. Je ne l'explique pas en détail, là, c'est un petit peu trop compliqué, mais peu importe. Le but, c'est qu'on en est venu à une structure qui considérait l'ensemble de ces critères-là, puis qui en venait à dire qu'on est capable de construire 153 logements dans ce territoire, et l'ensemble des propriétaires sont au courant. D'accord. Après coup, est venue cette grande incertitude sur les milieux humides et hydriques. Parce que la connaissance n'était pas toujours disponible au moment des premiers ateliers. Puis là, évidemment, vous comprenez, on aimerait ça que ce soit le cas, mais ça arrive pas tout le temps. Et là, on arrive avec cette situation où, dans le premier atelier, l'ensemble des parties prenantes nous disent « Ouais, il y a 2 ruisseaux. Il y a 3 milieux humides. Ils sont pas répertoriés. Ils sont là. On les connaît. » Les aménagistes qui disent « N'est-ce pas? » L'urbaniste « N'est-ce pas? » Les propriétaires disent « Oui, c'est vrai. On l'a. » On est au courant, tout le monde est au courant, d'accord, on peut pas le nier. On part déjà de cette base-là. Est-ce qu'ils ont une valeur? On le sait pas, mais on est obligé de dealer avec, sinon ça se pourrait qu'on fasse beaucoup de travail pour rien et qu'on fasse un retour en arrière par la suite. On regarde les bandes, bon, 10 mètres à protéger de chaque côté des cours d'eau, etc. 45 mètres à protéger avant de faire une rue. Qu'est-ce qui reste comme territoire après? Bon, ben, il reste une place entre 2 cours d'eau où on peut faire passer une rue. Il y a un seul petit secteur où il n'y a pas de contrainte. Imaginez le plan qu'on avait avant, il ne fonctionne pas. Parce qu'on n'arrive pas à faire ça si on respecte ces critères-là sur la base d'une information qu'on n'avait pas auparavant. Fait qu'on est reparti, puis là on se posait la question, ben finalement, est-ce que c'est possible d'imaginer un deuxième scénario viable à la lumière de ce qu'on avait identifié comme étant optimal auparavant? Ben finalement, on a réussi avec l'ensemble du comité, avec l'aide des différents professionnels, pour arriver à 134 logements. On a un autre secteur s'ajouter, mais là, c'est la comparatif avec l'autre carte. Autrement dit, il y a un peu moins de 20 logements de différence, malgré le fait qu'il y a 3 milieux humides, 2 cours d'eau et des bandes de 90 mètres de largeur, si vous voulez, à respecter. Pour y arriver, évidemment, il y a plein de modifications qui sont faites. On change un peu la densité, on passe de la maison individuelle, on s'en va au jumelé, on change de tracé des rues, comment on est capable de faire une rue à tel endroit, de la faire passer, puis d'optimiser la profondeur des terrains, etc. Puis là, on fait beaucoup d'allers-retours pour y arriver. Je passe à un autre projet, mais c'est un peu la suite de la chose. Dans un autre contexte, Saint-Bruno de Montarville, donc agglomération de Longueuil, où on avait un grand terrain de 85 hectares, environ quasiment 90 hectares sur le sud de la route 116 à Saint-Bruno, proche de l'autoroute 30, et où finalement on avait 2 grands ruisseaux, celui à droite, celui en bas, qui étaient déjà identifiés avec un ensemble de milieux humides de chaque côté, grande terre agricole, aucune ferme, juste exploitée pour l'agriculture, et où la municipalité dit, ben il faut qu'on protège tout ça, mais il faut qu'on fasse un projet qui va miser sur les réseaux hydriques, les milieux humides, puis qu'on va aller plus loin encore, on va pouvoir mettre en place des mesures de gestion naturelle de l'eau dans ces secteurs-là, d'autant plus que la nappe phréatique est très haute, et on sait qu'il risque d'avoir des problèmes. Les citoyens, dans le comité de travail, nous disent, oui, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le pays, c'est le caractère agricole du lieu. Mais là, on va faire un quartier. Le caractère agricole, le quartier, comment c'est compatible? Ben, d'accord, on va déployer un ensemble de réseaux à vocation agricole, urbaine. D'ailleurs, la ville a fait une affectation d'agriculture à l'intérieur de sa réglementation pour que ce soit possible à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Et on a déployé tout un réseau d'espaces bleus et verts qui allait devenir la structure interne du quartier. À partir de laquelle on a déployé les rues et faire une certaine forme de densification des endroits clés. Mais le problème, c'est que les propriétaires fonciers, dans ce cas-là, il y en a 2, qui sont des grands propriétaires, des grands promoteurs, et ils n'ont pas nécessairement la même quantité de milieux humides ou de cours d'eau sur leur milieu. Et donc, à cause des bandes riveraines, il y en a un qui en perd beaucoup d'espace versus l'autre. Pourquoi? C'est que là, évidemment, ils ont pris un risque d'affaires en achetant le terrain, mais soyons bons joueurs, vous direz comment on va faire pour que l'ensemble de ce projet-là, composé de 2 terres, puisse finalement être équitable pour l'ensemble. Ben, vous voyez que dans le milieu, peut-être que vous ne voyez pas, mais il y a une rue qui passe en diagonale de la ligne rouge. Donc la ligne rouge, c'est la limite des terrains. Puis il y a une rue qui passe dans l'autre sens en diagonale, qui est la rue principale, qui est destinée à compléter l'offre en commercial et de services du centre-ville qui se trouve de l'autre côté. Donc il y a toute une étude comparative entre les deux. Et on a évalué comment il était possible que l'ensemble des 2 propriétaires perdent la même chose, parce que c'est 2 propriétaires résidentiels. Donc, si un perd beaucoup, 1,85 hectares en espace bleu-vert,
L'autre en perd 6,75 hectares. Mais peut-être que dans le 10% de fin de parc, ça reste pareil. Mais peut-être que dans les activités non résidentielles, les commerces, les écoles, tout ce que devra léguer à la ville, ou qui ne tirera pas profit parce que c'est pas lui qui est promoteur, qui sait pas faire ce genre de produit-là, c'est l'autre qui va assumer à cause de la rue qui est faite dans l'autre sens. Au final, on s'est organisé pour que chacun perde à peu près un peu moins de 30% de son terrain pour son propre produit, pour créer un projet d'ensemble qui soit équitable pour chacun des propriétaires. Donc, vous voyez qu'en réalité, il y a tout un travail qui se fait de planification qui concerne les milieux humides, mais qui concerne autre chose pour s'assurer que les deux propriétaires soient gagnants dans l'histoire. Après coup, il y a l'équitabilité dans la mise en œuvre aussi. Parce que là, il faut faire du phasage, mais tu sais, s'il y en a un propriétaire qui est capable de construire demain matin, puis que l'autre n'est pas capable avant 15 ans, bien évidemment, il n'est pas plus gagnant. Fait que là, on a établi tout un phasage pour s'assurer que chacun des propriétaires pouvait construire en même temps une partie de son projet, puis ça allait assurer la cohérence du quartier qui était en construction dans sa totalité. Est-ce que ça marche pour vrai? Ben, sachez que ces exercices-là sont devenus des PPU ou sont en voie de devenir, par exemple, la base du plan d'urbanisme en révision. Donc, à Saint-Bruno-de-Montarville, c'est devenu un PPU que vous avez accès sur Internet à ce sujet. Et c'est des exercices qu'on a fait beaucoup dans la Nouvelle-Beauce. On est rendu à la 6e municipalité en ce moment à faire cet exercice-là. Des fois, le milieu humide n'y sont pas, mais on a fait Saint-Isidore, Saint-Elzéar, Saint-Bernard, Sainte-Marguerite, Saint-Ange, on est rendu à Saint-Lambert-de-Lauzon. Donc, ça fonctionne, cet exercice-là, dans tous les contextes. Puis évidemment, il y a plein de variantes de formes un peu partout. Une chose que ça exige de faire pour faire du développement urbain durable en petit milieu, c'est de changer les pratiques. On n'a pas le choix, il va falloir changer l'ensemble de nos pratiques. On ne peut pas juste ajouter une nouvelle responsabilité sans changer le reste. Donc oui, on est obligé de changer nos façons de construire. Oui, on est obligé de changer les dimensions des rues. Oui, on est obligé de changer les composantes des rues. C'est la seule façon d'y arriver. Mais au bout du compte, on se base sur ce qu'on sait qui a bien fonctionné autre part. Puis je termine là-dessus. Si vous ne connaissez pas, à Seattle, il y a eu un grand projet de Street Edge Alternative, SEA Street, qui a été fait pour revitaliser l'ensemble des quartiers de banlieue du nord de Seattle. C'est toujours en cours, ça continue, où on a passé de rues très traditionnelles comme celle-ci à celle-ci. C'est la même rue, là, avant-après. Pour gérer les eaux de pluie. Puis ils ont beaucoup d'eau là-bas, énormément d'eau. Peut-être que nous, on a beaucoup de neige, là-bas, ils ont beaucoup d'eau. Puis finalement, ils ont réduit de 11% les surfaces imperméables. Puis la conséquence a été de réduire de 98% les volumes de ruissellement d'eau qui sortaient de chacune des rues. Évidemment, vous comprenez l'impact sur les infrastructures urbaines. Et il y a eu une diminution importante de la taille des infrastructures pour chaque chose. Puis les problèmes de gestion de l'eau à l'échelle de la ville changent énormément avec le temps. Donc c'est documenté, puis il y a eu du suivi et du resuivi de ces espaces-là qui nous donnent beaucoup espoir à adapter évidemment au contexte québécois comme on le veut. Merci beaucoup. Merci David, c'est très intéressant. Alors, moi de mon côté, je vais maintenant vous amener sur le terrain de la politique. Je suis convaincu que juste en disant ça, il y en a qui ont des frissons dans la salle, mais on va voir comment que c'est possible de travailler avec les acteurs politiques chacun dans nos milieux, dans la conservation des milieux humides, hydriques et l'arbitrage. Donc, plan de présentation, introduction, gestion du changement, bon processus, sens politique aiguisé. Je vais vous donner aussi un exemple du cas de la rivière Saint-Germain. On a travaillé des chez nous dans la MRC Drummond et conclusions. Dans l'introduction, alors, votre plan de conservation milieu humide et hydrique nécessitera un arbitrage. Je pense que le message est déjà passé, mais c'est sûr et certain, arbitrer, c'est choisir. Choisir, c'est décider. Décider, c'est politique. D'où le lien entre l'arbitrage et la politique. Alors, juste pour clarifier quelques définitions pour le bénéfice de tout le monde. Alors, une politique, c'est un programme d'action poursuivi de manière cohérente par un acteur individuel ou collectif. Un plan de conservation au milieu humide et hydrique, c'est une politique publique. Le politique, c'est les élus qui représentent les institutions publiques. Et la politique auquel on fait référence ici dans la présentation, c'est la pratique du pouvoir, la compétition, qui est le mot-clé, entre les différents acteurs politiques pour exercer le pouvoir. Ça, c'est l'autre mot-clé. Alors, la politique municipale, je sais que vous côtoyez tous des élus municipaux, mais il y a quelques points, je pense, qui sont nécessaires de tenir en ligne de compte, bien comprendre le contexte. Je pense que ce qu'on doit tous à faire, c'est
chacun dans nos champs respectifs, de mieux comprendre l'autre, d'avoir une certaine empathie. Donc, c'est pas juste un rapport aux élus municipaux, là. C'est aussi un rapport aux acteurs agricoles, de mieux connaître, acteurs, les OBV, les CRE, etc. Donc, en ce sens-là, mais la politique municipale, c'est un niveau de terrain de politique, c'est que les élus sont très proches des citoyens, ils s'en dégagent un fort sentiment d'imputabilité. Ce que les élus n'aiment surtout pas, c'est la chicane, surtout dans des plus petits milieux. Et donc, dans ce sens-là, si on est capable d'éviter ça au maximum par l'arbitrage, c'est tant mieux. Et donc, le conseil, c'est un reflet de population. On a souvent tendance à dire, parfois, bon, les élus municipaux, chez nous, sont pas progressifs, ils ne reconnaissent pas l'importance des milieux naturels, mais sachez que ces gens-là ont été élus par une population parce qu'ils pensent d'une façon semblable. Donc, c'est pas juste les élus municipaux qui sont les décideurs, mais c'est toute une population qui est pas au fait de l'importance de la conservation des milieux naturels. Alors, évidemment, les municipalités ont des ressources limitées en termes de budget, mais aussi en termes d'expertise, souvent dans des plus petits milieux aussi. Il y a des enjeux multiples, comme David faisait part. Et il y a l'importance des réalités régionales, parce qu'ici, on est tous les MRC du Québec, et il faut vraiment s'adapter en fonction. Faut pas calquer un modèle d'ailleurs, on peut s'inspirer des principes, mais c'est important de s'adapter à sa région. Alors, le message central que j'aimerais vous passer aujourd'hui, si vous avez juste une chose à retenir de ma présentation, c'est qu'en politique, la forme est aussi importante que le fond. Le fond étant la conservation des milieux humides et hydriques, mais la façon que vous allez y arriver est aussi importante que le sujet comme tel. Donc, mieux vaut prévenir que guérir, quand je disais tantôt en introduction que la concertation est reliée un peu à l'arbitrage et ça se chevauche un peu. C'est mieux, moi, ma présentation se veut des outils un peu pour tenter de prévenir le plus possible l'arbitrage que vous aurez à faire. Donc, le deuxième élément, c'est la confiance pour travailler dans le milieu politique et avancer pour développer la confiance avec les gens avec qui on travaille. Donc, 3 clés pour faire ça, la gestion du changement, avoir un bon processus et un sens politique aiguisé. Alors, la gestion du changement, alors un plan de conservation des milieux hydriques, c'est un changement très important, je pense qu'on est tous conscients de ça, mais il ne faut pas en sous-estimer l'impact parce qu'il y a bien des élus municipaux et beaucoup de part de la population qui viennent juste de découvrir l'existence de ça depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Donc, la gestion du changement, ça fait en sorte que c'est un changement d'une ampleur qui nécessite une attention particulière et parce que moi, ce que j'ai appris de mon expérience, c'est que les humains qui sont confrontés à un changement vont avoir un comportement particulier. Il faut garder ça en tête quand on approche, quand on travaille dans ce contexte-là. Parce que les gens avec qui on travaille, pas juste les élus, vont être dans cet état d'esprit-là. Alors, la dépendance au sentier, là, je sors des théories de sciences politiques, ce sera pas très long. C'est le sentier, c'est une image, évidemment, mais il y a une théorie en sciences politiques que une institution publique et donc les élus qui la représentent, quand ils sont sur une traque en bon français, ils vont toujours la suivre. Le système tend à reproduire le modèle qu'il connaît. Donc, quand je parle de gestion du changement, c'est un enfermement dans une trajectoire, c'est que les institutions publiques ont fonctionné pendant des décennies. Le modèle d'aménagement du territoire qu'on connaît aujourd'hui, de changer ça, ce n'est pas simple. Une fois le chemin entrepris, une institution publique va constamment tendre à l'amplifier, même inconsciemment. C'est une tendance à se reproduire et maintenir ce qu'elle connaît par souci de stabilité. Donc, c'est normal et prévisible que ça soit difficile d'amener un changement. Dans la dépendance au sentier, l'aménagement du territoire et milieu humide et hydrique. Alors ça, c'est le sentier standard. Alors, la zone blanche, c'est promoteur de la construction. C'est simplifié, là. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le premier obstacle, pour moi, c'est pas vraiment un obstacle, mais pour la personne moyenne, c'est un obstacle. Alors, on vient insérer un plan de conservation là-dedans. Après ça, on va détourner, on va faire une évaluation des milieux humides et hydriques. On va appliquer l'hiérarchie, éviter, minimiser, compenser. Après ça, on va construire, peut-être. Mais vous voyez, vous nous faites prendre le fossé avec les milieux humides et hydriques. C'est ça, mais c'est une image pour vous expliquer que c'est la perception, c'est que c'est un empêcheur de tourner en rond
contre le développement. Je sais que vous le savez, mais je vous demande juste de vous mettre dans la peau des élus municipaux pour bien comprendre comment c'est perçu pour mieux travailler avec eux autres après. Alors, ce qu'il faut, c'est susciter, puis là, je vais recouper peut-être un peu des éléments de la présentation excellente sur la concertation de ce matin, mais quand même, je vous invite à le prendre d'un point de vue politique. Alors, l'implication des parties prenantes dès le début, avant même de se lancer dans une démarche, il faut rencontrer des gens, présenter le projet. C'est un exemple. Alors, tout au long du processus, surtout dans la recherche de solutions, il faut que des gens soient parties prenantes et trouvent eux-mêmes des solutions pour qu'ils puissent se l'approprier. Et quand vous voyez là, des politiques publiques, là, un autre rapport tabletté, ben, c'est parce que sûrement que les gens n'ont pas fait partie de la conception de ces plans-là. Donc, bon, ben, moi, ça me concerne pas, fait que je toucherai pas à ça. Fait que la concertation, c'est exigeant, mais c'est rentable, entre guillemets, au plan politique. Vous devez le voir comme un investissement. En fait, alors, j'ai choisi vraiment super image, non, pour investissement. Alors, il faut expliquer, consulter, écouter et laisser les gens s'exprimer. On a le devoir, je m'adresse plus aux gens des MRC, des institutions publiques. On a des institutions qui détiennent le pouvoir ultime de trancher. Ça peut être intimidant pour les gens avec qui on fait affaire. Donc, on a une responsabilité à cause on a le pouvoir de prendre le temps de bien comprendre et d'écouter tout le monde. De ne pas assumer une intégration rapide par des parties prenantes. Vous allez commencer votre démarche, vous allez faire la concertation, je suis prêt à vous gager que 6 mois plus tard, les personnes qui ne se seront pas exprimées à la première rencontre qui va arriver. Tu sais, l'affaire que tu m'as parlé, là, 6 mois, ben, je commence à avoir des... Fait que vous devez anticiper amplement de temps pour les imprévus dans chaque étape de votre projet. Alors, il faut procéder étape par étape. Éviter les ruptures, bon, c'est un mot un peu dramatique là, avec le statu quo, mais il faut privilégier une approche graduelle autant que possible pour favoriser l'assimilation de l'information. Donc, la résistance au changement, elle est normale jusqu'à un certain point à cause de la dynamique des gens c'est quelque chose de nouveau pour eux. Ils vont résister. C'est normal parce qu'à un moment donné, si on amènerait un modèle de changement, les gens ne s'opposeraient pas, il faudrait se poser des questions. Mais c'est normal jusqu'à un certain point parce que des fois, les gens vont pousser trop aussi. Il faut tenir ça en ligne de compte. Donc, il ne faut pas le voir comme une embûche, mais une opportunité pour mieux cerner et prévenir des problèmes. C'est une façon, on ne voit pas de même, on a tendance à être peut-être à s'impatienter et voir ça comme étant frustrant, mais voyez-le comme une opportunité de mieux comprendre les gens avec qui vous travaillez. Alors, avoir un bon processus, la première chose que vous devez avoir, c'est un mandat clair pour faire le travail que vous allez faire. Je prends l'image de la fondation d'une maison parce que le mandat que vous aurez de votre conseil des mairesses, conseil des maires, c'est absolument fondamental pour les raisons suivantes. C'est la pierre d'assise de votre démarche. Ça assure la légitimité. C'est un outil de communication essentiel. Il ne faut pas le négliger, malgré que dans ce cas-ci, il y a une obligation gouvernementale de le faire. Alors, pour le plan élaboré, vous devez, je crois, obtenir un mandat écrit qui définit les limites, les inclusions et les exclusions de ce que vous allez traiter dans le cadre de ce plan-là. Enchâssé dans les comptes rendus de rencontres ou ce qui est présenté pour décision, parce que vous pouvez être sûr que dans 3-4 mois, il y a bien des élus municipaux qui vont oublier qu'il y a pris des décisions sur des choses, donc c'est important de pouvoir revenir sur ce qui a déjà été décidé. Pas revenir dessus, mais de dire, hey, on a amorcé cette démarche-là, fait qu'on ne peut pas tout recommencer à chaque 6 mois non plus. Et évidemment, validé et reconnu par vos supérieurs, le comité, s'il y en a un qui suit la démarche, et le conseil des mairesses et des maires. Il faut aussi identifier dans le mandat les responsables politiques, administratifs et le comité, s'il y en a un. Ça facilite les communications, ça favorise l'imputabilité et donc la responsabilisation d'individus qui vont se sentir responsables et mener à terme la démarche. Donc, un processus bien planifié, un plan, d'avoir un bon plan, c'est d'avoir une démarche prévisible qui va inspirer la confiance. Je vous parlais au début de l'importance de générer la confiance des gens avec qui vous travaillez. C'est votre outil de prévention d'arbitrage numéro 1. Alors, votre processus fera votre réussite politique. Quand je disais que la forme est aussi importante que le fond, il faut vraiment pas négliger ça. C'est, d'après moi, au point de vue politique, je suis vraiment dans cet angle-là, votre processus sera plus important que vos données et toutes les informations techniques que vous pouvez apporter à vos élus. Donc, la forme est aussi importante. Alors, une démarche prévisible, de présenter le processus aux parties prenantes avant d'entamer la démarche.
avoir un échéancier, toujours beaucoup de communication et de transparence. Les acteurs doivent pouvoir savoir à quoi s'attendre. Pourquoi? Pour la confiance. Un plan concerté, je ne reprendrai pas ce qui a été dit un matin, seulement renchérir sur quelques aspects concertés à l'interne, c'est-à-dire que là, on parle beaucoup de concertation entre les OBV, les CRE, les TCR, les ZIP et tout le monde qui, avec les institutions publiques, mais si vous êtes une MRC, vous avez plusieurs municipalités sur votre territoire avec chacun possiblement leurs personnes qui auront à gérer après ça sur leur territoire leur bout de plan de conservation. Donc, vous devez, je pense, bâtir la fondation de votre démarche et vous concerter avec les municipalités concernées et ne pas négliger ça pour favoriser l'appropriation de la démarche par la suite pour faire vivre ce plan-là. Après ça, évidemment, le volet extrêmement important, la consultation externe pour la légitimité, la démarche, la complémentarité et l'efficience, parce que si vous devez gérer en amont les risques de conflit, éviter des risques de conflit pour pas avoir à minimiser le risque de revenir 6 mois plus tard et de peut-être prendre du temps que vous aurez bien aimé mettre sur autre chose. Alors, aussi, il faut seulement vous dire qu'entendre ne signifie pas nécessairement écouter. Il y a les gens les parties prenantes, c'est dans la nature humaine. Les gens de tous les domaines vont s'essayer en bon français. C'est important la concertation, puis il faut écouter les gens. Il y a des vrais besoins derrière ça, mais il ne faut pas aussi être naïf et tout donner à un ou à l'autre. Alors, un plan flexible, parce que c'est impossible de tout prévoir au début, mais bien planifié tient compte qu'on ne peut pas tout planifier. Vous aurez besoin d'une flexibilité au cours de votre démarche. Regardez une marge de manœuvre pour réduire les frustrations, les votes et celles avec qui vous travaillez. Vous aurez assurément, je pourrais vous garantir tout de suite que vous aurez vous adapter en cours de route pour des raisons politiques. Beaucoup de pédagogie aussi à prévoir. Alors, des suivis rigoureux, importance de procéder étape par étape, je mentionnais précédemment, de ne pas aller trop rapidement, pas aller à une vitesse des autres, il faut qu'ils suivent aussi quand même. Là. Vous n'avez pas à tout donner non plus comme responsable de la démarche et que les autres prennent tout votre temps et toutes vos ressources. Les gens doivent aussi s'adapter à vous. C'est donnant en fait. Là. Et obtenir les validations nécessaires au moment stratégique, bien expliquer en sachant synthétiser combien de fois, comme élu municipal, que j'ai vu des gens arriver avec des documents de 3, 4, 5, 6, 7, 8 pages avec... C'est épouvantable. Il y a tellement de dossiers à gérer comme un conseil municipal ou un conseil de maire. Sachez synthétiser l'information que vous présentez sans diluer le contenu, évidemment. Consigner les orientations décidées par écrit parce qu'il y en a qui vont assurément oublier qu'ils ont décidé 3-4 mois plus tôt. Alors, avoir un sens politique aiguisé. Qu'est-ce qu'un sens politique? C'est la capacité à faire preuve de stratégie en déployant de façon éthique les moyens légitimes pour influencer positivement le cours des choses afin d'atteindre ses objectifs. Ce n'est pas de la manipulation, de l'égoïsme, une perte de temps ou une science exacte. C'est exercer une influence positive, faire preuve d'empathie et d'intelligence émotionnelle, je pense que c'est la même chose, nécessaire si on veut réussir, et une aptitude qui se développe à l'usage. Ce n'est pas faire de la politique, c'est savoir naviguer avec doigté dans l'environnement politique. C'est une nuance très importante parce que c'est les élus, évidemment, qui font la politique. Donc, un sens politique, c'est savoir quoi dire, à qui, la bonne façon, au bon moment, pour qu'on puisse travailler, se comprendre et travailler ensemble et atteindre le plus possible chacun de nos objectifs. Pourquoi? Parce que tout le monde a des besoins. Encore un matin, c'était la thématique un peu centrale. Toute organisation est politique, c'est une structure sociale. Votre OBB, c'est une structure sociale. Votre MRC, votre CRE, votre ZIP, il y a tous une hiérarchie. Elles ont tous des besoins qui motivent leur personnel et leurs représentants. Votre motivation, c'est la conservation des milieux humides et hydriques. Vous avez peut-être un plan directeur de l'eau ou un PG pour les îles, je ne vais pas dire des hommes. Ouais, un PG. Et ça, c'est votre besoin à vous. Mais ultimement, tout le monde a le besoin de la conservation des milieux humides et hydriques. Donc, les représentants et le personnel de vos organisations ont des besoins qu'ils doivent remplir. Alors, la clé, c'est de savoir comprendre les besoins des organisations avec qui vous voulez travailler et tenter d'y répondre en atteignant vos propres objectifs. Il faut vraiment être capable de se mettre à la place des autres pour comprendre et voir trouver des points communs.
Donc, c'est un peu comme, j'aime pas qualifier une fonction publique de machine, là, mais le sens politique, c'est la graisse dans la machine. Si on veut les relations entre les gens, c'est ce qui fait tourner le monde. Alors, comment donc tenir compte de votre culture locale si vous êtes à Saint-Bruno de Montarville, où on sait que les élus sont beaucoup plus sensibles à la question de l'environnement, tout ça, vous n'aurez pas la même approche que dans un autre municipalité ou MRC, où ils sont complètement réfractaires, puis vous le savez, parce qu'il y a peut-être un historique qui teinte toute la démarche, et parce que on va souvent on va toujours se référer à notre souvenir de ce qu'on a vécu pour savoir où est-ce qu'on va. Les individus et leur personnalité, l'état de la situation actuelle concernant ce sujet-là, il vient-tu juste d'avoir un gros conflit avec un groupe de pression qui veut pas qu'un milieu humide soit détruit ou quelque chose de même? Le contexte vient teinter la façon, quand vous devez suivre en fait l'actualité, même comme fonctionnaire, OBV, etc., le contexte politique pour bien naviguer dedans. Évidemment, la planification à venir. Donc, la rigueur, j'aurais dû le mettre en plus gros, la rigueur est vraiment votre allié numéro 1. Pourquoi? Parce que la rigueur, ça donne votre crédibilité, puis ça revient à la confiance. Parce que, avant tout, si vous êtes capable de démontrer que vous êtes crédible, les gens auront confiance en vous et voudront travailler avec vous, ils vont vous écouter. Vous avez beau avoir les meilleures idées au monde, si vous présentez les choses avec des fautes de français ou des choses tout croche, ou ça va laisser une mauvaise impression et donc la forme va prendre le dessus sur le fond et on ne veut pas ça. Alors, un leadership positif et l'empathie, la transparence et la collaboration. Influencer les influenceurs parce que vous n'arriverez pas à influencer tout le monde, mais peut-être que vous voulez travailler avec vous êtes quelqu'un chargé de projet dans un OBV, mais vous devez convaincre un ingénieur civil, mais souvent, les gens dans telle profession, c'est pas juste les ingénieurs, les agronomes, les forestiers, tout le monde ont besoin de leur pairs pour leur convaincre parce que c'est l'interlocuteur plus crédible à leurs yeux. C'est pas parce qu'ils vous aiment pas, c'est juste la façon que la nature humaine est. Négociation, persuasion et compromis également. Des bonnes communications, c'est facile à écrire là, mais c'est pas facile à se rappeler constamment dans la vie de tous les jours. Bonne communication tant à l'externe, avec comme MRC, avec les OBV, CRE, etc., tout le monde qui est impliqué, mais aussi à l'interne, entre les fonctionnaires dans la MRC, entre les fonctionnaires, entre les municipalités impliquées, et aussi avec le politique. Donc, les communications fréquentes et constantes, les étapes accomplies, les étapes d'activité à venir, etc., ça va dans les deux sens, communiquer, mais vous êtes aussi capable de recevoir. La clarté, faut pas négliger. On va faire des rencontres et on n'a pas ciblé clairement c'est quoi notre prochaine étape, c'est quoi notre échéancier, c'est qui est responsable de faire telle chose. Puis après ça, on arrive à la prochaine rencontre, puis personne ne sait exactement qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc, on va avoir perdu 1 mois, 2 mois, 3 mois. Savoir synthétiser, je remarque à l'instant que je l'ai mis 2 fois dans ma présentation, mais c'est aussi important que le contenu, je reviens que la forme est aussi importante que le fond. C'est le message que je veux vous passer. Patience, attitude et non-verbal comptent pour beaucoup. S'adapter à son interlocuteur. C'est un petit truc là, qui a l'air bien niaiseux comme ça, mais qui peut régler bien les choses. C'est quand il y a un problème qui persiste, une situation qui va pas bien, un problème que vous avez avec des gens. Il n'y a rien de tel que de faire une rencontre en personne avec les gens qui sont concernés pour que tout le monde puisse se vider le cœur s'il faut, repartir à zéro. C'est pas des gros conflits non plus. Quand que vous sentez que vous avez besoin de régler quelque chose, faites-les pas par téléphone, faites-les pas par texto, faites-les en personne. Vous allez voir, ça finit quand on se parle face à face, ça va toujours régler les choses d'habitude. Donc, je conclue avec un exemple de la rivière Saint-Germain, qui est un cas chez nous. À Drummondville, on est dans le bassin versant de la rivière Saint-François. C'est un territoire d'OBV-COGESAF. C'est un territoire de 10 000 km². Ça tombe que la rivière la plus scrap dans ces 10 000 km² est dans la MRC de Drummond, la rivière Saint-Germain. Alors, on a des photos glorieuses des années 40. Ça vous donne une idée du contexte. Ça, c'est juste une photo parmi d'autres qu'on a dans les archives. Je ne sais pas si c'est la même place, là, mais c'est le contexte général qu'on voit de 2016. Ça donne une idée de l'ampleur du défi qui nous attend.
Alors, en 2016, parce que dans la MRC de Drummond, c'est la ville de Drummondville est la plus grosse, c'est 77 000 de population sur 105 000. 107, merci. Alors, la ville a choisi de prendre le leadership et d'assumer le leadership dans ce cas-là, parce que tout le monde, milieu environnemental, agricole, forestier, tout le monde disait, ah, la ville ne fait rien, nous autres, pourquoi qu'on ferait quelque chose? Puis il y avait raison, parce que la ville, comme grand acteur dans la région, devait se prendre en main, mais il y a aussi 5 autres municipalités en amont. Donc, on a fait un processus de mobilisation régionale qui a culminé avec l'adoption d'une charte symbolique guidée par le COGESAF, à laquelle des gens qu'on voit en haut, là, OBV, CRE, UPA, Domaine forestier et compagnie, ont tous adhéré à des principes larges, oui. Puis ça fait en sorte que ça règle pas tout du jour au lendemain un engagement symbolique et public, mais ça crée un précédent. Puis après ça, on peut tous se regarder dans les yeux et dire, vous vous rappelez, là, le 2016, on a tous pris l'engagement ensemble de travailler là-dessus, chacun à la hauteur de ses responsabilités. Et donc, entre autres, ça a découlé de ça un plan d'action de la ville, le premier plan d'action pour la rivière Saint-Germain. La MRC aussi fait également des actions et on tente de maintenir la collaboration avec les différents intervenants sur le territoire. Alors, les principes qu'on peut retenir dans ma présentation qui étaient appliqués là-dessus, vous aurez compris que mon expérience, une de mes expériences tire de ce cas-là, mais on a eu, c'est moi qui ai guidé le processus au niveau politique. J'avais un mandat clair dans mon conseil municipal, écrit, adopté et su par tous, de trouver une voie pour qu'on arrête le statu quo sur le dossier de la rivière Saint-Germain. On a fait une démarche concertée, beaucoup de communication, un plan adapté à la réalité régionale, parce qu'on ne peut pas faire nécessairement exemple qu'est-ce qu'ils font à la rivière Yamaska, parce que c'est chez nous. Et évidemment, on a tenté, c'est encore en cours aujourd'hui, parce qu'on n'a pas tout solutionné un problème qui a 100 ans, en 3 ans, là, je vous le dis tout de suite, mais on tente de trouver des réponses aux besoins des différents intervenants en s'attaquant sur le fond sur la rivière Saint-Germain, et complémentarité aussi entre les intervenants. Conclusion. Alors, milieu humide, hydrique, arbitrage et politique, un message central en politique, la forme est aussi importante que le fond. Veillez à votre processus. Mieux vaut prévenir que guérir. La confiance est un gage de réussite. 3 clés de la gestion du changement, un bon processus et un sens politique aiguisé. Merci. Donc, on va prendre, je vais changer ma présentation PowerPoint, mais on va prendre des questions et commentaires. On va prendre, si les gens ont des questions, commentaires, gênez-vous pas, on est là pour ça, on a le temps amplement. Donc, si vous voulez aussi partager vos cas, vos exemples d'arbitrage, vos expériences là-dessus pour en faire bénéficier toute la salle, on vous invite aussi à le faire. Donc, voilà.